Bonjour, aujourd'hui une vidéo d'extérieur. Alors j'espère que j'aurai pas un avion militaire qui passe ou une tondeuse qui se déchaîne, d'autant plus que mon matériel n'est pas vraiment adapté aux prises extérieures. Bon, je vous propose aujourd'hui de retourner en Bourgogne sur l'appellation Meursault, où se trouve le domaine Vincent Latour. C'est un domaine d'une 10-12 hectares à peu près. Et en complément, une activité de négoce, comme souvent maintenant en Bourgogne, avec des appellations annexes sur Chassagne, Puligny et Saint-Aubin. C'est l'occasion aujourd'hui de vous parler pas de l'appellation Meursault, parce que j'ai déjà fait en fait, mais de l'appellation sous-régionale Bourgogne-Côte d'Or. Pourquoi sous-régionale ? Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé dans le Languedoc, où on a un peu précisé les terroirs au fil du temps. Et là, il s'agit simplement d'être plus précis à partir de l'appellation générale Bourgogne, qui est très étendue et évidemment très hétérogène en qualité. Ce n'est pas la première fois que la Bourgogne fait ce genre de démarche. La plus ancienne, c'est les Bourgognes Haute-Côte de Nuit et Haute-Côte de Beaune, dont je vous ai déjà parlé. On est donc à un stade intermédiaire entre une appellation générique très large et les appellations villages. Donc le Bourgogne-Côte d'Or est assez vaste et, comme le nom l'indique d'ailleurs, et cherche à cerner dans cette appellation générale des terroirs de meilleure qualité. Est-ce là une révolution ? Pas vraiment. Disons que ça peut aider des gens qui travaillent bien et qui ne sont pas rattachés, si vous voulez, à des villages prestigieux. Et ici, d'ailleurs, c'est un contre-exemple, puisque on est sur Meursault et que les vignes de ce vin, de Chardonnay, sont à la limite de l'appellation et même un petit peu dessus. Alors vous me direz, pourquoi il n'y a pas l'appellation Meursault ? Il faut comprendre qu'une appellation contrôlée, c'est donc une délimitation géographique et qu'à l'intérieur de cette délimitation, il faut certaines conditions en termes de matériel végétal, de conduite des vinifications, etc. C'est assez tatillon, il y en a des pages et des pages. Bref, on peut trouver donc des vins qui sont quasiment sur une appellation prestigieuse sans pouvoir la revendiquer. Pour des gens donc qui sont sur des villages prestigieux comme Meursault, c'est un complément et bien sûr Bourgogne-Côte d'Or leur permet de le vendre, disons-le, un peu plus cher que si l'appellation était simplement Bourgogne, on s'en doute. Ce domaine donc d'une dizaine d'hectares répartis bien sur Meursault. Je vous rappelle que l'appellation Meursault est finalement assez complexe parce que si la partie centrale est, je dirais, à l'image des autres communes, il y a au nord Volnay et je vous rappelle qu'à la limite de Volnay, on a une petite particularité très bourguignonne, les vignes blanches c'est du Meursault et les vignes en pinot noir du Volnay. Inversement au sud, on trouve le petit hameau de Blagny qui produit des vins rouges et si c'est des blancs, ils ont droit à l'appellation Meursault, voire à l'appellation Puligny-Morachet s'ils sont sur cette commune qui est juste derrière. Tout ça est un peu compliqué, mais c'est pas bien grave. Nous allons donc goûter ce Bourgogne-Côte d'Or, qui est d'ailleurs un millésime récent, en 2022. Et puis ensuite, je vous parlerai d'autres choses, des visites donc, qui sont maintenant de plus en plus souvent payantes, et le contexte juridique qui a dû s'éclaircir à ce niveau-là. Goûtons déjà ce Bourgogne. Belle robe, brillante, pâle, avec des reflets verts, bien sûr, nous sommes sur un vin très jeune. Il est très expressif. Agrumes, amandes, très agréable. La bouche est ample pour un simple Bourgogne, c'est à noter quand même. Alors combien il faut compter pour ce genre de bouteille ? 25 € quand même, ce qui est quand même cher pour une appellation sous-régionale. Mais on sent quand même qu'on est sur des terroirs de bon niveau
et qu'effectivement, le petit côté, je dirais pas un meursault, faut pas exagérer, n'est pas bien loin. Donc je voulais vous parler de l'histoire des visites, parce que en disons 30 ou 40 ans, beaucoup de choses ont changé, et ça se ressent au niveau des visites. Pendant très longtemps, par exemple, dans les grands châteaux bordelais, de nombreux domaines étaient fermés au public, et puis les autres, eh bien ma foi, on pouvait visiter sans bourse déliée, mais on ne dégustait rien du tout. Maintenant, avec le développement de l'énotourisme, ils ont senti le bon créneau et ils ont complètement, si vous voulez, retourné leur veste à grands coups de visites payantes avec plusieurs niveaux, etc., qui sentent un petit peu, si je peux me permettre, l'arnaque. D'autres propriétés en Bourgogne commencent à s'y mettre et ça m'agace un peu. Je dis ça parce que quand je dérange un viticulteur, je lui prends toujours quelque chose. Évidemment, suivant la dégustation, je vais en prendre un peu plus, un peu moins, et puis surtout, les prix, bien sûr. Une technique qui serait pas mal, en fait, si ça doit se généraliser, c'est que la visite soit payante. Admettons, c'est quand même du temps de travail du viticulteur ou de la personne qui vous reçoit, mais que si on achète quelque chose, on ne paye rien en plus. Bon, le débat est en cours. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que si vous faites goûter un vin en faisant payer, vous êtes assimilé à un débit de boisson. Et par conséquent, il vous faut une licence. Les licences, je vous le rappelle, il y en a 3 sortes. Licence 1, licence 3, licence 4. La licence 2 est tombée en désuétude. Licence 1, c'est des boissons non alcoolisées ou très très peu. La licence 2, c'est vin, bière. Et la licence 3, c'est les alcools forts. Se surajoute à cette classification le fait de savoir si vous servez à manger en même temps ou pas. Disons la nuance entre bar, si vous voulez, au sens strict, et restaurant. Toujours est-il qu'il y a eu un flou juridique pendant très longtemps là-dessus. Et d'ailleurs, Madame Latour, qui m'a reçu, est ennuyée parce qu'elle craint d'avoir des problèmes si elle fait payer les visites, d'autant plus qu'elle m'a expliqué qu'en pleine saison, eh bien, des fois, elle avait jusqu'à 80 visites par jour pour des gens qui, les 3 quarts du temps, n'achetaient rien du tout. Alors, finalement, où on en est aujourd'hui? Eh bien, après pas mal de tergiversations, après l'influence de sénateurs, notamment dans le milieu du vin, naturellement, le Sénat a éclairci les choses et a publié au JO en 2020 un texte beaucoup plus clair. Et donc, un viticulteur qui fait goûter sa propre production n'est pas soumis à ce problème de licence. En revanche, s'il propose des vins d'autres personnes, il devient donc revendeur et doit avoir une licence. Les scrupules de Madame Latour m'étonnent beaucoup d'ailleurs. Je me demande s'il n'y a pas eu par derrière quelques problèmes locaux avec les douanes qui ont cherché des noises aux viticulteurs. Ça, je ne le saurai jamais, hein, c'est qu'une interprétation personnelle. Voilà, à bientôt.